Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Tous ces crétins de salariés, ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon âge. On est des humains. C'est ça qu'on est, hein? On est des humains. Vas-y, dis-le, Louis. On est des humains. Oui, Jean-François. إنما جرى اليوم يكشف هشاشة هذا العدو. هذا العدو لحقت به اليوم هزيمة. Nous sommes dans une guerre hybride. Ouais, guerre hybride, gazer les juifs, un assassinat, encore un, 3 ans pratiquement jour pour jour après celui de Samuel Paty, celui de Dominique Bernard, oui, dans le lycée Gambetta d'Arras, suite au discours de Ismaël Haniyeh ou pas. En tout cas, voilà, la situation est bien, on se passe très très bien ensemble. France apaisée, tout va bien dans le meilleur des mondes, et circuler, malheureusement il y a beaucoup de choses à voir et on va les voir. On va les voir avec Pierre-Marie Sève, le directeur de l'Institut pour la justice. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas expulser qui que ce soit? Vous dites, mais c'est pas vrai. Si. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a dit. On va s'expliquer, on va en parler. Ensuite, vous savez, la bataille sur X, Twitter. Que dit Elon Musk, le nouveau patron de Twitter? Il dit, écoutez, liberté d'expression, on peut parler. Que dit Thierry Breton, commissaire européen? Non, censure. Alors que c'est les opinions. Ce n'est pas les opinions qui tuent. Ce n'est pas le Twitter qui tue. Ce sont des fusils, des kalachnikovs, des haches et des couteaux. Alors, on va en parler également, et puis on va recevoir, après les perles du jour, les bravos du jour, quelqu'un qui dit il serait pas mal le temps de se défendre. Un ancien du GIGN, un gendarme d'élite, Hatton, a écrit avec Riva, se préparer au pire. Est-ce qu'on est en passe de se préparer au pire? En tout cas, il n'est pas mauvais d'en parler. Un livre capital. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un professeur assassiné, des manifestations, des OQTF qui n'existent pas, une maison passoire, oui, il faut le dire, et que ça, open bar, on en est là en France? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Non, ce n'est pas Gérald Darmanin, c'est Anna Karina dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Oui, il y a pratiquement 40 ans. Et on se demande ce qui se passe quand on entend le ministre de l'Intérieur, qui essaie de faire son boulot, qui condamne, qui dit ça ne va pas se répéter avec la plus grande fermeté. Et puis à propos de la famille Mogouchkov, la famille tchétchène Mogouchkov, il dit ceci à propos de ce qui s'est passé, à propos des délinquants étrangers, etc., dans un pays constitué qu'on appelle une démocratie, sûre d'elle-même et ayant une autorité. Normalement, ces gens-là devraient être reconduits. C'est pas possible. Comment, monsieur Darmanin, c'est pas possible? Écoutez. C'est tout l'objet, parce que nous avions vu cette difficulté dans le droit, du projet de loi immigration que je propose. Je rappelle que c'est les articles 7, 8 et 9 du projet de loi immigration qui arrivera le 6 novembre prochain au Sénat. Et je souhaite que la majorité sénatoriale, puis demain la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, vote ces dispositions, puisqu'il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux, parce que la loi empêche de les expulser, soit parce qu'ils sont mariés en France, soit parce qu'ils ont eu des enfants en France, soit parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire de la République, quand bien même ils auraient commis leur acte après 18 ans. Alors voilà, c'est le cas de la famille de Mohamed Mogouchkov, l'assaillant d'Arras, celui qui a tué un professeur et en a blessé 2 autres. Voilà, donc
je rappelle très rapidement, il avait été placé en 2014, vous voyez, pratiquement 10 ans en centre de rétention, avant son expulsion n'ayait pas obtenu de demande d'asile. Le ministère de l'Intérieur, à l'époque dirigé par Manuel Valls, avait annulé cette mesure d'éloignement. Voilà, donc cette famille arrivée en 2008, Mohamed Mogouchkov, l'assassin, avait alors 6 ans, bien sûr, donc refuse de demande de droit d'asile, les recours sont épuisés, les parents et les 5 enfants Mogouchkov sont placés en centre de rétention, la famille refuse de monter dans l'avion pour la Russie, et de nombreuses associations, PC, et aussi partis politiques, ELV, tout ça se mobilise pour empêcher cet éloignement. Très bien. Alors, fin de rétention en 2014, eh bien, Manuel Valls remplit les conditions de la circulaire, les Mogouchkov étaient en France depuis plus de 5 ans, 4 des enfants étaient scolarisés en France, ils venaient d'avoir un bébé, donc le père de la fratrie a été seul expulsé de France pour radicalisation, on savait qu'ils étaient radicalisés, fiché S, connu, etc., etc. Voilà. Donc, il ne pouvait pas être expulsé, Mohamed Mogouchkov, selon la loi, puisqu'il arrivait avant ses 13 ans sur le territoire français. Alors, ce que dit Gérald Darmanin, donc, est vrai, c'est-à-dire qu'il faut, effectivement, il est en train de faire cette loi, qui doit arriver en novembre devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, Pierre-Marie Sèvres, vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Donc, aujourd'hui, la loi, en fait, empêche toute expulsion, empêche toute, tout empêche toute prévention sur ce qui se passe, quoi. Alors, c'est effectivement la loi, je dirais même dans un sens plus large, c'est le droit. C'est-à-dire qu'il y a la loi, certes, et là, Gérald Darmanin a raison de poser la question et de poser le problème, puisque en tant que pouvoir exécutif, il a le pouvoir d'influer grandement sur la loi. Mais il y a aussi la jurisprudence. On en parle de plus en plus, mais la jurisprudence nationale et européenne pose problème. Européenne, on l'a dit, Gérald Darmanin l'a dit, il avait dit que peu importe qui serait condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour européenne des droits de l'homme, ça n'est qu'une cour parmi d'autres. Il y en a d'autres qui vont bloquer, qui ont bloqué et qui bloquent actuellement tout le droit des étrangers, c'est-à-dire qui rentrent sur le territoire et qui nous faisons sortir du territoire. Là-dessus, le pouvoir exécutif et donc le peuple français, finalement, est ligoté et saucissonné dans un paquet de décisions de justice, dans un paquet de lois, puisque là, en l'occurrence, Gérald Darmanin l'a dit, si cette personne n'a pas été expulsée, si le terroriste n'a pas été expulsé en 2021, alors même que sa demande d'asile avait été refusée, c'est parce qu'il y a une loi française dans le code d'entrée et au séjour des étrangers du droit d'asile qui empêche d'expulser quelqu'un qui est en France depuis moins de 13 ans. Ça, c'est une loi qui se modifie. En France depuis qui était âgé de moins de 13 ans quand il est arrivé en France. Mais moins de 13 ans quand il est arrivé en France. Exactement. Mais c'est pas la seule. Et donc on parle de la loi, mais on parle aussi de la jurisprudence, parce que là, il faut faire une chronologie, mais le droit à la vie familiale normale, par exemple. Le regroupement familial, qui est aujourd'hui le principal, depuis 40 ans, le principal vecteur d'immigration en France. 50 ans même, presque. 50 ans, exactement. Depuis les années 70. Donc exactement, ça fait 50 ans. En 74, Valéry Giscard d'Estaing dit, bon, on n'a plus besoin d'immigration de travail, puisque nous avons du chômage en France, et donc, par mesure humanitaire, nous allons faire venir les familles de ceux qui souhaitent rester, des travailleurs algériens, maghrébins, essentiellement maghrébins à l'époque, mais aussi africains, qui veulent rester en France. Nous faisons venir leur famille temporairement. Et donc, il y a un décret qui est pour le regroupement familial, qui dure 3 ans. C'est Jacques Chirac qui le met en place. D'accord. Et en 77, Raymond Barre, Premier ministre, nous dit, bon, le regroupement familial, ça a assez duré, maintenant ça fait 3 ans, on a laissé les gens rentrer, on va annuler ce décret, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Un juge sorti de nulle part, le Conseil d'État, nous dit, ah non, vous n'avez pas le droit d'annuler ce décret qui a pourtant été pris 3 ans auparavant. Vous n'avez pas le droit de l'annuler parce qu'il existe un principe fondamental des lois de la République, un PFRLR, qui est un principe, qui est quelque chose qui est inventé par le juge, qui dit que chaque être humain a le droit à une vie familiale normale et donc il a le droit au regroupement familial. Depuis 78, c'est cette décision du Conseil d'État qui s'appelle Gisti, depuis 78, le regroupement familial n'a jamais été remis en question. Et bien pire, le Conseil constitutionnel lui a donné une force encore plus forte juridique, et ensuite la Cour européenne des droits de l'homme et l'Union européenne, etc. Et on a vu les résultats, très bien, le regroupement familial continue plus jamais. Quelque chose quand même là-dessus, pour revenir à l'histoire de Mohamed Mogouchkov et de l'assassinat vous dites effectivement, et vous dites quand même le pouvoir exécutif peut
changer les lois, et c'est ce que propose Gérald Darmanin. Très bien. Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, Pierre-Marie Sèvres, est-ce que si, par exemple, la loi est votée, enfin, ces articles de la loi sont votés, est-ce que l'Union européenne peut empêcher que cette loi s'exerce? C'est-à-dire, je pose la question, est-ce que les lois européennes sont supérieures aux lois françaises? Oui. Alors, en droit, nous avons ce qui s'appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que un décret est moins important que la Constitution. Ça paraît logique, et tout ça est bien écrit. Vous avez en bas les décrets, vous avez au-dessus les lois, vous avez au-dessus les traités internationaux, qui sont donc au-dessus des lois. Et vous avez normalement, tout en haut, vous avez la Constitution. Il se trouve que d'ailleurs, c'est remis en question par le droit européen. Mais les traités sont supérieurs aux lois. Donc c'est le problème principal. Nous pouvons voter toutes les lois que nous voulons en France, tant que les traités auxquels nous avons souscrit, c'est-à-dire les traités européens que nous avons signés et ratifiés, disent autre chose, eh bien c'est autre chose qui va être appliqué par le juge français. Parce que le juge français est juge de toute la hiérarchie des normes, il est juge de la Constitution, ça se discute, mais des traités aussi. C'est-à-dire que le juge peut arguer du traité européen pour refuser d'appliquer la loi française. Exactement. Et c'est ce qu'il fait allègrement depuis plusieurs décennies. C'est pour ça que, par exemple, l'OQTF ne sont jamais exécutés, enfin, à 7%. Obligation de quitter le territoire français. Oui, obligation facultative. Quelle obligation? Enfin, c'est invitation, prière, admonestation, mais pas surtout. Et il y a même pire, parce que vous voyez, imaginons que nous arrivions à soulever tous ces obstacles. L'obstacle constitutionnel, l'obstacle des traités européens et l'obstacle de la loi. Si on arrivait à modifier tout ça pour expulser ces gens, vous voyez ce qui s'est passé en 2014. Il y a toujours des associations qui vont empêcher la loi. Puisqu'en 2014, quand la famille de Mogoutchov devait être expulsée, le juge s'était exprimé en disant il faut expulser cette famille, l'administration s'était exprimée en disant il faut expulser cette famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a malgré tout eu des associations qui ont empêché. Mais comment les associations peuvent empêcher le préfet et la loi? C'est de la pression politique. Je suis d'accord. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc il n'y a pas l'état de droit. C'est-à-dire qu'une association peut, une ou deux associations, ou un ou deux partis politiques, peut empêcher le droit, même le droit de s'exprimer, enfin, d'être acté. Vous savez, moi, au cours de mes études de droit, j'ai réalisé une chose, c'est que le droit, c'est un rapport de force. C'est un élément dans un rapport de force. Le droit, ça va simplement donner plus de force à une position par rapport à une autre, mais si l'autre position est plus puissante, alors le droit ne vaut rien. Le droit, on marche dessus, on le piétine. Et c'est exactement l'illustration qu'on a eue en Ille-et-Vilaine en 2014, quand cette famille devait être expulsée, que le droit était en faveur de l'expulsion, mais que ces associations-là, qui doivent avoir des relais locaux, internationaux, etc., sans parler des relais de gauche au niveau national, alors ça avait été repris par le Parti communiste et des médias, etc., cette puissance-là était supérieure à celle de la loi. Et donc finalement, la loi, on la piétine. Mais d'un autre côté, on peut voir ça aussi d'un côté positif. On peut se dire, le droit, ça ne veut pas dire grand-chose, tant mieux. Parce que je vais vous dire, le droit, il nous gêne tellement pour faire notre politique d'immigration qu'on aimerait bien pouvoir passer par-dessus. Donc moi, je pense que c'est pas plus mal et que simplement, il faut une énorme légitimité du pouvoir exécutif et donc que la population soit massivement en faveur de l'expulsion de cette personne et qu'elle s'y exprime et qu'elle le dise dans les médias. Donc il faut faire un référendum pour vous, là-dessus, pour moi, alors la seule solution juridique qui reste, c'est le référendum, puisque c'est la seule arme qui, normalement, passe par-dessus toute la hiérarchie des normes que je vous explique. Et mon cher Pierre-Marie Sèvres, croyez-vous véritablement que le pouvoir va faire un référendum, veut faire un référendum, va suivre ça ? Alors, il a déjà dit qu'il ne le ferait pas sur l'immigration, ce qui est pourtant le sujet numéro 1 de toutes les problématiques en France. C'est lié de près ou de loin à l'immigration. Donc, il a déjà annoncé, Emmanuel Macron, qu'il ne le ferait pas. Moi, je vois quand même une solution, c'est le référendum d'initiative partagée. Donc, vous vous en souvenez peut-être, quand un certain nombre... C'était fait pour ADP. Ça n'a pas fonctionné, mais ADP, la privatisation d'aéroports de Paris, pendant l'épisode des Gilets jaunes, il y avait eu un référendum d'initiative partagée. Donc c'est alors 150 ou 180 parlementaires qui doivent co-saisir co-saisir le Conseil constitutionnel. Enfin bref, pour organiser le référendum. Et il faut 5 millions de signataires, je crois. C'est énorme, mais sur un sujet comme l'immigration, moi je pense que c'est possible. Et je pense que les Républicains et le Rassemblement national auraient tout intérêt à s'allier sur ce point-là pour donner la voix au peuple, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va voir s'ils le feront. C'est intéressant. On va suivre tout ça et on en parlera encore avec vous. Pour le moment, open bar, open bar, open bar. C'est ça. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Il s'appelle Elon Musk, il a créé et lancé SpaceX, la voiture Tesla, et il dirige aujourd'hui et a acheté Twitter, devenu X. Il s'appelle Thierry Breton, il est commissaire européen, et il dit attention, attention, on vous surveille, et si ça ne va pas, on vous censure. Combat de titans ou faux combat? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Limité, surveillé, indivisible, entière, vaste programme, vieux débat, puis Aristote et même avant. Alors aujourd'hui, voilà, c'est Thierry Breton, le commissaire européen, ancien patron de Atos. On avait parlé de ça dans cette émission d'ESA qui dit attention, attention, c'était avant le 28 août. D'ici le 28 août, attention, Elon Musk va faire, on lui dit de faire, parce que ça va pas, que n'importe quoi apparaisse dans Twitter X, tout le monde peut s'exprimer, y compris des appels haineux, ou etc. Et Elon Musk lui a répondu à l'époque, lui dit écoutez monsieur, d'accord, dites-moi des exemples. Et Thierry Breton ne donne pas d'exemple, il n'a pas donné, non, il dit c'est pas le problème. Et alors, il parle et dit voilà, j'ai reçu votre répond Thierry Breton, j'ai reçu à votre message, Elon Musk. Vous êtes bien au courant des rapports de vos utilisateurs et des autorités sur les faux contenus et la glorification de la violence. À vous de démontrer que vous prêchez par l'exemple. Mon équipe reste à votre disposition pour dire le respect du DSA que l'Union européenne continuera de faire respecter rigoureusement. Et que répond Elon Musk? Elon Musk, il dit, attendez, il dit ceci, il dit, écoutez, c'est très simple, c'est que nous prenons nos actions au grand jour, nous faisons nos actions au grand jour, nous ne faisons pas d'offres en coulisses, on ne va pas de magouiller en dessous de table et en coulisses, veuillez publier explicitement vos préoccupations sur cette plateforme. Voilà, ça en est là, et là, après avec le conflit Israël-Palestine et tout ce qui s'est passé à Gaza et dans les kibboutz récemment, il y a eu encore une demande de l'Union européenne en disant regardez, il y a des messages haineux et vous voyez où on en est, etc. Alors Fabrice Ebelmoin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste effectivement de l'information et des réseaux sociaux, vous êtes enseignant et entrepreneur. Au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu la fable de La Fontaine, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal? Est-ce que franchement, alors évidemment, il faut condamner les messages haineux, les appels au meurtre, évidemment. Mais est-ce que c'est une vraie querelle ou une fausse querelle ou simplement une vraie querelle de pouvoir par rapport à l'Union européenne et Elon Musk? C'est une divergence d'approche. On a une Union européenne pour qui la modération se fait de façon centralisée, essentiellement parce qu'elle n'envisage pas d'autres méthodes, c'est-à-dire une méthode où vous avez des armadas de censeurs ou de modérateurs qui surveillent l'ensemble des contenus et qui vont aller censurer au cas par cas ceux qui posent problème. Des commissions, etc. Commission, après, libre à chacun de s'organiser comme il veut, mais jusqu'ici, c'était la façon dont les réseaux sociaux s'organisaient, aussi bien en Occident qu'en Chine. Le problème, c'est que, pour vous donner un ordre d'idée des ressources humaines nécessaires, en Chine, où il y a 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, il y a entre 1 et 2 millions de modérateurs. Donc c'est pas quelque chose que Facebook... Et c'est la Chine en plus. Et c'est la Chine, où le citoyen ordinaire hésite avant de s'opposer à l'État. Alors qu'en Occident, on est un peu plus effronté. Du coup, on ne peut pas envisager une telle force de travail pour Facebook ou Twitter. Ce n'est pas compatible avec les revenus de ces entreprises. Et surtout, on ne peut pas envisager de multiplier par 10 cette capacité de travail du jour au lendemain sous prétexte qu'il y a une crise quelque part. Aucune entreprise ne peut multiplier par 10 sa force de travail du jour au lendemain. Il y a 400 millions d'Européens, on va pas faire 500 000... Voilà, on va pas demander à Facebook de dédier 500 000 personnes à la modération, encore moins à Twitter qui est une toute petite entreprise. Et donc cette approche centralisée montre ses limites parce qu'effectivement, la ressource humaine ne peut pas évoluer avec le besoin. Alors à ça, Musk a eu deux réponses. La première, c'est, on va dire, une espèce de transparence. La modération se fait à travers des algorithmes et ils sont publics. Tout le monde peut aller les regarder et ils sont évidemment commentés par des gens qui savent lire
gère le code. La deuxième, c'est ce qu'on appelle dans le monde des startups le crowdsourcing, c'est-à-dire déléguer à la multitude la tâche de faire une opération, en l'occurrence la modération. Et sur Twitter, ça se passe de la façon suivante. Pour les fake news, tout un chacun peut passer une forme d'examen, se faire qualifier comme modérateur et à partir de là, être en mesure d'appliquer, de créer une note sur un tweet qui lui pose problème. Cette note est en disant ce tweet pour moi est faux. Ce tweet est faux parce que gna 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 et ma source c'est ça. Dans une certaine forme parce que effectivement cette note va être ensuite notée par d'autres personnes qui vont noter sa rigueur, le sérieux de ses sources, le caractère neutre, etc., sur une douzaine de critères. Ce qui fait que comme les épreuves de qualification qui sont très longues, pour être en mesure d'écrire ces notes vous force à vraiment bien comprendre les règles qu'attendent de vous Twitter, eh ben ces notes sont très rigoureuses et apparaissent très rapidement, la plupart du temps sous les contenus des politiques et des médias. Et rapidement, le rapidement étant entre 3 et 4 heures en général, ben la note apparaît à côté du tweet et c'est comme ça que Twitter aborde la désinformation. Et ça marche relativement bien et c'est capable de monter en puissance, monter en charge de façon très efficace. Il y a eu plus de 500 fake news qui ont été débunkées de cette façon-là, ce qui correspond à beaucoup plus que ne pourraient faire les décodeurs, check news ou tous les systèmes qu'on a mis en place jusqu'ici. Ou les vrais ou faux fact-checkers en plus. Qu'ils soient vrais ou faux, c'est presque un autre débat. Ils sont en ressources limitées, ils ne peuvent pas débunker 500 informations dans le week-end. Donc effectivement, ce que Fabrice Ebelmois, ce que vous disiez, c'est que la stratégie Twitter paraît plus saine quelque part que la stratégie européenne, enfin la stratégie bretonne. Elle est déjà plus économique parce que c'est de la ressource humaine qu'on ne paye pas. Ensuite, elle est capable de multiplier par 10 du jour au lendemain, donc elle est très souple. Et elle a un inconvénient, c'est qu'elle va aller débunker aussi bien les politiques que les médias, que des désinformateurs professionnels qui vont s'insérer dans ce flux dans des périodes de crise telles que celles qu'on traverse. Mais oui, mais personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que on sait très bien et on le sait que ce soit politique, aux médias, etc. Tout le monde, non, je dirais certains a tendance à faire eux aussi des fake news, même si sont de l'establishment. Alors c'est tout le problème, c'est que l'intention du DSA et de Thierry Breton n'était absolument pas de faire s'abattre sur des médias officiels un déluge de vérificateurs qui allaient montrer à quel point ils racontaient essentiellement des fake news. On se souvient... on ne touchait pas les médias officiels. Voilà, l'idée initiale, au contraire, c'était de faire des médias officiels les tenants de la vérité. Or, cette approche d'Elon Musk montre que les médias officiels le sont à peine plus fiables que les autres, voire pour certains bien pires. C'est clair. C'est-à-dire, il y avait les partisans de la Pravda et puis les autres. Non, parce que, si vous voulez, le vrai problème, au-delà de cette polémique, Fabrice Ebelmois, c'est que, moi, ce qui m'a toujours posé... Qui va choisir le curseur? Qui va vérifier les commissions enfin, je dirais de censure ou de surveillance? Parce que est-ce qu'ils ne vont pas eux-mêmes, si vous voulez, le côté citoyen, justement, ça peut être des gens de toutes les opinions, d'extrême ou autres, alors que les commissions, ils peuvent taper uniquement d'un seul côté. C'est l'intention du DSA. Hein. Le DSA. Au final, DSA, le Digital Services Act, qui est un règlement européen qui est censé aborder et gérer ce problème de la modération. C'est ça. Et il les modère de la façon suivante. On a un canal spécifique au DSA qui a été intégré très récemment, aussi bien sur Twitter, sur Facebook que sur les autres, qui permet de, en quelque sorte, déposer une plainte en la préqualifiant. Et ensuite, le reste de l'acte de justice est totalement privatisé au sein des plateformes. Le problème, c'est que le DSA prévoit 2 types de plaintes. Les plaintes faites par vous et moi, le citoyen ordinaire, et puis les plaintes réalisées par des signaleurs de confiance, qui évidemment pèsent beaucoup plus lourd. Et chaque État européen va pouvoir désigner ses signaleurs de confiance. Donc finalement, c'est chaque État qui désigne ses signaleurs de confiance. On retombe sur ses pattes et on peut imaginer que ça soit toujours les mêmes qui soient à nouveau les tenants de distinguer le vrai du faux. Le problème, c'est que leur crédibilité est, pour ainsi dire, mort du Covid. Et quelque part, ça va poser un énorme problème de rapport à la population et être vécu beaucoup plus comme une censure que comme une modération. Il va y avoir le processus de méfiance et l'ère du soupçon va être d'autant plus grande. Parce que, encore une fois, et vous le dites très clairement, qui nomme qui ?
C'est comme on dit, qui juge les juges, qui nomme qui, quoi. L'approche décentralisée mise en place par Musk, dans l'absolu, est capable, de façon algorithmique, de prendre en compte justement le fait que des extrêmes vont ne pas forcément être extrêmement rigoureux dans leur dénonciation du vrai et du faux, mais tout ça, ça peut se prendre en compte de façon algorithmique. Donc ça donne des résultats qui sont pas parfait, il y a quelques petites erreurs à la marge, mais pas grand-chose par rapport au précédent système qui consistait à nommer des journalistes pour distinguer le vrai du faux, et puis les mettre en charge, en quelque sorte, d'une forme d'administration qui fait un peu penser à 1984 et qui a eu des dérives et qui était à l'origine l'intention de Facebook dans les premières approches de la modération était d'intégrer des médias de confiance pour que les médias de confiance puissent distinguer le vrai du faux. Le problème, c'est que on est dans un des pays qui recueille le moins de confiance envers ces médias, avec les États-Unis. On a vu les sondages. On est les derniers de la classe, aux côtés des États-Unis et de la Corée du Sud. Dans le monde entier, dans la confiance que les citoyens ont envers leurs médias. Donc cette approche ne pourra pas marcher en matière de... La population n'acceptera pas ça. Il y a absolument aucune chance que la population accepte ce genre de choses et le prenne autrement que par une censure, ce qui serait pas du tout le cas, par exemple, chez nos voisins allemands. La confiance envers les médias en Allemagne est le double de celle qui est en France. De celle qui est en France. En Suède, c'est près du triple. Donc on a certains pays dans lesquels cette approche pourrait très très bien marcher, mais très clairement, en France comme aux États-Unis, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, ça peut pas fonctionner. Et donc, oui, parce que c'est dans cette polémique et vous entendant, quand même, ça nous rappelle des choses où Internet n'existait pas. Mais enfin, la Pravda, la Stasi, le ministère de la Vérité, etc., etc. Orwell et compagnie. Il n'y avait pas Internet sous Orwell. C'était pas non plus la Pravda, mais disons que ce que cherchent à rétablir des politiques de la génération de Thierry Breton, c'est très clairement un temps où les médias étaient le passage obligé de l'information entre la population et les faits. Les réseaux sociaux ont créé une forme de désintermédiation qui fait que, très concrètement, tout un chacun aujourd'hui est en contact des faits bruts, parfois déformés, parfois orientés, et étant donné que ça n'aura échappé à personne, l'éducation entre-temps s'est un peu effondrée, on est quand même face à une population qui n'est pas elle-même, qui n'est pas outillée pour vérifier des faits, pour prendre du recul avec, et pour avoir les réflexes élémentaires. Typiquement, si un fait me donne raison, je devrais me méfier bien plus que si un fait me donne tort. C'est pas un réflexe naturel, c'est complètement contre-intuitif. Poser question et l'esprit critique. Vous savez, ça nous ramène à des temps où effectivement, je veux dire, il faut, on n'était pas nés, ni vous ni moi, mais quand on relit l'époque de l'affaire Dreyfus et de Zola, l'époque des journaux de ce moment-là, l'époque de 14-18 et du bourrage de crâne, on a bien ça du bourrage de crâne, et on ne peut pas dire que la presse d'aujourd'hui ou les médias d'aujourd'hui sont totalement dispensés, et se sont totalement dispensés du bourrage de crâne, hélas. Non, mais le 14-18, c'est l'apparition de la propagande au sens d'Édouard Bernays. On sort de cette période et on est rentré depuis Cambridge Analytica, c'est-à-dire depuis grosso modo 2016, dans l'ère où les réseaux sociaux, maintenant, sont le relais d'une autre forme de propagande. En réalité, depuis 2012 et la Corée du Sud, pour ceux qui veulent vraiment fouiller. Mais depuis... ça fait 10 ans, c'est rien. Depuis une dizaine d'années, la désinformation se fait à travers les réseaux sociaux, la réinformation se fait par les réseaux sociaux, la manipulation de l'opinion publique se fait par les réseaux sociaux. La plupart des États ont des divisions spécialisées dans ce genre de choses. Évidemment, les États-Unis ont été les pionniers, mais tout le monde a entendu parler des trolls russes à partir de 2016, et du coup tout le monde s'est aperçu qu'effectivement, vraisemblablement, Vladimir Poutine n'était pas le seul à le faire. Plus récemment, on s'est aperçu que nous-mêmes, Français, étions présents avec de telles armées de trolls au Sahel face aux trolls russes. Et la réalité, c'est qu'il y a une quantité faramineuse de pays et de lobbies qui ont de telles armées de trolls et qui manipulent l'opinion publique. Oui, ce qui fait que effectivement, on se retrouve à une échelle mondiale et capillaire, ce qu'on connaissait dans la presse des années 20, 30, 40 et 50. Mais c'est pour ça que c'est un combat d'arrière-garde de croire qu'on va revenir à cette baisse d'enrégimentation, en fait, de dire attendez, oui, non, en fait. La philosophie derrière, c'est les réseaux sociaux, on peut pas faire confiance, il faut revenir à la presse pour que la presse... Alors, dans l'absolu, ça pourrait marcher. Dans un pays dans lequel la presse ne recueillerait une réelle confiance de la part de la population, ça pourrait marcher. Mais en France, ça marchera pas. Ça pourrait marcher en Allemagne, ça pourrait marcher en Suède, ça pourrait marcher dans tout un tas de pays, mais en France, ça ne peut pas marcher.
En France, la seule solution qui s'avance, c'est une solution, j'ai envie de dire, à l'africaine, c'est-à-dire couper les réseaux sociaux dès qu'il y a une crise. C'est comme ça que ça se passe en Afrique, à peu près partout en Afrique, depuis couper les réseaux 5, sociaux. 6 ans. Oui, on coupe en Chine aussi. En Chine, on les surveille. En Chine, on les surveille. Et puis en Chine, il y a une répression qui fait qu'on réfléchit à 2 fois avant de s'opposer au gouvernement sur les réseaux sociaux. Mais dans plein de pays d'Afrique, dès qu'il y a une crise, on coupe les réseaux sociaux. Et Macron a d'ailleurs annoncé, à l'occasion des émeutes, que c'est quelque chose qu'il envisageait désormais. Et vive la liberté. Ah ça, elle est derrière nous, malheureusement. Merci Fabrice Ebelpoint. Merci. Merci Fabrice Ebelpoint d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant pour les... Présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Non, c'est pas l'Allemagne en 40, c'est l'Australie, Sydney en 2023. Gazer les Juifs, gazer les Juifs, gazer les Juifs. Voilà, on l'entend à nouveau. Encore une fois, comparaison n'est pas raison. L'Australie n'est pas l'Allemagne d'Adolf Hitler, mais il se passe des choses quand même assez, allez, comment on peut dire ça, tristement préoccupante. Depuis jeudi dernier, la police berlinoise a recensé des tags d'étoiles juives dans les rues de la capitale allemande, à Berlin. C'est-à-dire qu'à Berlin, on a vu partout les photos et on a enquêté pour savoir si c'était pas du fake. Ce n'est pas du fake, ce n'est pas du faux. C'est-à-dire que vous avez des appartements, vous avez des portes où il y a des étoiles juives. Et ce qu'il y avait, effectivement, ça rappelle des images, des actualités des années 35 ou 40, en Allemagne, justement. Et voilà où on en est des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une espèce de climat, et on en parlera aussi dans les bravos, mais il y a un climat qui monte, et un climat nauséabond, qui est un climat de haine, qui est un climat de... C'est-à-dire que ce n'est pas une question, il faut le dire, de nazis et de bicots. Ce n'est pas une question de youpin, mais on entend des gens chez qui ça remonte, comme une bouche d'égout, ça remonte, voilà. Ça remonte, c'est la haine, effectivement, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de rationnel, on est là, on est les uns contre les autres veulent tuer les autres, et il faut le dire. D'un côté, on dit, voilà, Israël ne doit plus exister, c'est fini, il faut éradiquer Israël, ils le disent, les leaders du Hamas au Qatar l'ont très bien dit, la charte du Hamas le dit, le Hamas n'est pas évidemment tous les Palestiniens, encore moins tous les musulmans. Il n'empêche que, effectivement, ces choses sont dites. De l'autre côté, effectivement, un président israélien qui parlait d'animaux humains, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut entendre comme ça sans réagir. Alors, il ne s'agit pas d'envoyer dos à dos les gens. Il s'agit de dire qu'on ne peut pas, nous ici, à Paris, en Europe et ailleurs, confortablement installés sur nos sièges, notre rôle est d'apaiser, en tout cas, dans ce que nous disons, dans ce que nous envoyons, n'envoie pas des injures, des polémiques, etc. Et c'est assez lamentable que un certain nombre de gens qui ont le pouvoir de la parole et le ministère de la parole, que ce soit des politiques, que ce soit des artistes, que ce soit des membres de la soi-disant élite, que ce soit des sportifs et tout, choisissent leur camp de la manière la plus lamentable possible, c'est-à-dire en disant voilà, tel c'est l'empire du mal, tel c'est l'empire du bien. Ça, c'est inadmissible et c'est pas possible et on ne l'admettra pas ici, j'espère aussi ailleurs. Je peux vous dire en ce moment que les Juifs de France ont très peur. Je suis pas le porte-parole, Non, mais ça, vous allez le dire quand Édouard Philippe est là. Moi, je vous interroge sur ce prof de la République qui a été fauché. C'est quoi ce silence? C'est-à-dire où ils sont tous les artistes qui s'émeuvent d'un tout, d'un rien, qu'on entend parler sur tous les sujets, qui tout d'un coup, je pense à une star en l'occurrence qui est un copain que je citerai pas, qui tout d'un coup poste les légumes du jour hier matin. C'est où les drapeaux israéliens? Pourquoi il n'y en a pas? Qu'est-ce qui se passe? Et la manifestation qui a eu lieu dans le 16e, il y avait très peu de goy. Quasiment très peu de non-juifs. Très peu de non-juifs. Ça veut dire les gentils en hébreu, je précise. Oui. C'est pas péjoratif. Non, pas du tout. C'est les féministes. Où sont-elles?
on s'émeut et on fait des manifestations pour un geste déplacé dans le métro. Et là, on voit des femmes éventrées et personne ne réagit. Si vous voulez, tout ça, donc le manque de courage de la société dans laquelle je me trouve aujourd'hui, qui est un courage du plus bas étage, c'est le b.a.-ba du courage. C'est juste de dire non, je suis pas d'accord avec les terroristes. Ça n'a rien à voir avec je suis pas d'accord avec ce qui se passe en Israël ou machin. Ça, tout le monde a le droit de pas être d'accord et on va y revenir, je suppose. Oui, c'était Philippe Lelouch, le réalisateur et comédien Philippe Lelouch. Effectivement, le courage, c'est devenu une denrée rare, le courage, de part et d'autre. De part et d'autre, je parle des artistes, je parle des élites. Justement, on est en train d'en parler. Alors, effectivement, certaines prennent position, d'autres ne prennent pas. Alors, d'un autre côté, Karim Benzema, qui aujourd'hui joue en Arabie Saoudite, toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Alors, on dit oui, mais d'accord, mais vous ne mentionnez pas les Israéliens déchiquetés, éventrés ou égorgés par le Hamas, etc. Et chacun, effectivement, l'OGC-niste Nisfur Attal et relaie une vidéo du prédicateur Mahmoud al-Hassanat, que Dieu envoie un jour noir pour les Juifs. Enfin, écoutez, c'est terrifiant, ces bombardements de part et d'autre. C'est terrifiant, ces populations civiles qui en prennent, qui meurent pour rien. Pour rien, il faut le dire, pour l'idéologie imbécile et mortifère d'un certain nombre de gens. Mais c'est vrai qu'il y a un problème assez grave, c'est que je crois que moi c'est le silence d'un certain nombre de gens, c'est drôle, qui font sur première atteinte faite aux femmes, et ils ont raison, violence faite aux femmes. Mais alors les violences qui se passent au Proche-Orient, pas un mot, non, écoutez, ça va nous faire, c'est très embêtant, ça va nous faire de problème pour notre carrière, et puis non, on n'a pas à prendre parti, on préfère prendre parti pour notre problème, parce que moi j'ai des problèmes aussi, des problèmes de cisgenres, de binaires, de non-binaires, etc. C'est tellement plus confortable, c'est tellement plus confortable. Alors je vais vous dire, de toute façon, ok, si vous n'avez rien à dire, vous avez raison de la fermer, mais franchement, ne rien dire, alors que vous passez votre temps à saliver sur des tas d'autres sujets qui n'atteignent pas la moitié du quart de centième de l'importance de celui-là, franchement, à ce moment-là, fermez-la, c'est beaucoup plus facile, et vaquez à vos occupations, et faites-nous de bons films et de bons matchs, parce qu'il n'y a pas tellement de bons films. Il y a de bons matchs, mais il y a tellement peu de bons films. Alors vraiment, ayez au moins la pudeur et la rigueur de votre irresponsabilité. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Tant qu'il reste, et vous le citez dans votre livre, Hatton, se préparer au pire, de Hatton et Riva. Vous êtes deux à avoir écrit ça. Hatton, vous êtes, je le rappelle, vous avez été gendarme d'élite, vous avez été membre du GIGN pendant combien de temps? J'ai fait 20 ans d'armée, donc 15 années au GIGN. D'accord, oui. Vous savez ce dont vous parlez, c'est important pour nous ici. Et donc, avec Jean-Luc Riva, dans le renseignement, et vous avez écrit un livre très intéressant parce que d'abord c'est un livre qui effectivement tranche un peu avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on entend aujourd'hui, parce que vous vous dites, écoutez, oui, non, tout n'est pas bleu, ça on le sait. Et simplement, en général, on donne des conseils pour améliorer, pour manger du quinoa, pour se préparer à un petit développement personnel. Et puis on dit, oui, mais dans la situation d'aujourd'hui, où la violence est là, où la violence peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment, se préparer, comme vous dites, au pire. Et d'ailleurs, vous citez très 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 bien j'aime beaucoup, si le pire est susceptible d'arriver, il arrivera. Exactement. Et effectivement, on peut se poser la question. Et alors, vous parlez de tout, c'est-à-dire aussi bien pour les femmes qui se retrouvent en jogging ou dans un parking, qui se font violenter ou qui se font agresser par des lourds dragueurs assez minables. Les cambriolages, vous parlez des quartiers, vous parlez des chiens agressifs, vous parlez de toutes les situations où on peut être, et c'est très intéressant, où on peut être victime, voilà, quelqu'un qui passe, il n'a rien demandé. Ça me rappelle juste un mot de Alphonse Karr, vous savez, l'humoriste. Il disait, vous savez, je suis absolument contre la peine de mort à une condition que messieurs les assassins commencent.
Mais pour revenir à ça, vous ne parlez pas, c'est pas votre sujet, la peine de mort, c'est vraiment la violence, c'est les attentats. Et aujourd'hui, on en a parlé depuis ce matin, on est en plein dedans, la survie, etc. Comment faire? Et vous dites très très bien, vous dites, attendez, nous on n'est pas là pour vous remplacer, donner des conseils, on vous donne des conseils, après c'est vous qui agissez. C'est pas, on va pas agir à votre place, on n'est pas là, et on va pas mettre un policier devant chaque personne, c'est pas possible. Alors, en fait, c'est venu c'est venu comment à Riva et à vous, à Ton, d'écrire cela? Disons que on est témoin en permanence déjà dans les actualités, mais aussi dans notre entourage proche où on est très sollicité en tant que technicien de la sécurité, des amis qui subissent du harcèlement, des violences dans la rue, qui voient cette montée même de la violence qui est omniprésente, et ils nous demandaient tout le temps, mais qu'est-ce que vous feriez dans telle situation et dans celle-ci et dans celle-ci. Et on en a discuté, on a dit, je pense que c'est le bon moment pour réunir un peu nos compétences et les mettre au service de... Alors là, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde. C'est au service de tout à chacun. Donc nous, on a nos idées, on a nos process. Mais là, il a fallu rendre ça accessible à tout le monde. Ouais. Alors accessible à tout le monde, effectivement, et vous envisagez énormément de situations. Maintenant... Très sincèrement, encore, j'ai lu votre livre et encore une fois, c'est un livre très bien fait et qui donne des conseils précis. D'ailleurs, il y a des schémas, il y a un certain nombre de situations. Vous parlez même de la forme physique, même de la nourriture, de tout. Donc, c'est-à-dire, vous dites, il faut se préparer. En fait, ce que vous dites, c'est ce que disaient certains sorciers indiens, je pense à Carlos Castaneda, il faut devenir guerrier, quoi. Ah, mais complètement. Complètement. Mais complètement. Mais on n'est plus à l'abri maintenant. On sort dans la rue. Regardez, même dans les établissements scolaires, on n'est pas à l'abri. Donc, si on n'est pas à l'abri dedans, je vais dire non. Il faut se préparer. Effectivement, c'est pas une fiction. C'est une réalité. Et comment vous expliquez, vous, parce qu'ils viennent vous voir, certains de vos amis, mais on a l'impression quand même tout se passe comme si la plupart des gens disaient oui, mais ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à moi. Puis bon, et puis voilà, le gouvernement est là, et puis les autorités sont là, et puis oui, puis il y a Israël, Gaza, et puis il y a l'Ukraine, la Russie, et puis il y a ceci, cela. Alors de temps en temps, oui, il y a Samuel Paty, il y a tel ou tel événement, il y a eu le Bataclan, il y a eu quand même tout cela. Mais oui, sur le moment, on fait des fleurs, on imagine de John Lennon, on met des bouquets, et voilà, et des bougies, et tout va bien. À quoi c'est-à-dire, comment ça vous fait réagir quand vous voyez cette espèce de « vous n'aurez pas ma haine » ? Ça m'énerve. Ça m'énerve, je trouve le déni dangereux. Je suis pas là pour secouer la pulpe des gens qui n'ont pas envie, qui mettent volontairement la tête dans le sable. Mais il y a quand même une part de la population, et elle est de plus en plus nombreuse, qui se sent concernée. Et pour ces gens qui se sentent concernés, mais qui sont désemparés, qui sont en recherche de techniques, de précautions à prendre, voilà, de conseils, on s'est dit on va leur donner. Et puis les autres, écoutez, j'ai envie de dire, on va pas sauver tout le monde. Bien sûr. Ceux qui font un déni, ils auront la sidération, ils auront la surprise, et c'est dommage, mais faudra pas se plaindre. Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre, disait un certain Winston Churchill. Là, c'est pas le déshonneur, mais c'est peut-être la sidération, justement. Alors, racontez-nous, donc, les conseils que vous donnez, là, enfin, les situations que vous décrivez, par exemple, quand vous parlez des femmes agressées, et c'est vrai qu'il faut le dire, la plupart des agressions se font contre les femmes, parce qu'elles sont plus faibles, et voilà. Et vous dites quoi? Vous dites, armez-vous dans tous les sens du terme? Alors, armez-vous, oui, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, c'est physiquement, préparez-vous physiquement, soyez en bonne condition physique, ayez un mental préparé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se préparer à la violence, c'est aussi être capable d'user de la force. Alors attention, je dissocie complètement la violence déraisonnée, de la colère qui est désordonnée, à l'usage de la force qui est ordonnée et organisée. Voilà. Et presque rationalisé, je dirais, quelque part. C'est ça, exactement, parce que il y a un cadre légal qu'on exprime dans le livre, pour ne pas non plus se mettre dans des situations compliquées. Mais à un moment donné, il faut aussi choisir sa position et la tenir fermement. C'est-à-dire que si je décide de devenir acteur dans la résolution de la crise qui me concerne, où je suis face à un individu dangereux, je suis préparé et je suis déterminé. Voilà. Et je n'ai pas peur aussi de faire mal.
à quelqu'un qui en veut à votre vie. Vous avez prononcé un mot très important, Atos, c'est acteur. En fait, est-ce qu'on va rester spectateur ou quand il se passe quelque chose qui nous concerne et qui nous concerne directement nous, nos proches, est-ce qu'on va être acteur ? Alors il faut quoi pour être acteur ? Être acteur, c'est se sentir concerné par l'actualité, c'est savoir que la police, elle est dépassée, qu'il y a un gros problème d'effectifs, police, gendarmerie. Au niveau de la justice, c'est très compliqué, ils sont surchargés de dossiers, les prisons sont pleines, les petites peines ne s'en font plus. Il y a un sentiment d'impunité qui fait qu'on a beaucoup de délinquants qui sont dehors, et avec ce sentiment d'impunité, ils agissent. Donc si on compte sur la police, ils font leur maximum. Hein. Moi, je n'envoie la pierre à personne. Bien sûr. Mais vous risquez d'attendre longtemps. Oui, c'est ça. Et pendant ce temps, l'agresseur, lui, il attend pas. Lui, il attend pas, lui, il a faim. Ouais. Exactement. Et donc vous dites donc conditions physiques et apprendre quand même un certain nombre de choses. Comment on apprend ? Enfin, c'est quoi ? C'est un entraînement, je dirais l'autodéfense, parce que c'est ça dont vous parlez, quoi. Il faut se dire, ça s'appelle l'autodéfense. Il y a des gens qui ont peur, ils disent autodéfense, c'est quoi ? Autodéfense, c'est de savoir se défendre. Donc exactement. Alors ça, c'est la technique. Maintenant, il y a aussi une grosse préparation mentale. Moi, je reviens sur ma carrière au GIGN, quand on faisait un briefing avant de s'interposer face à des terroristes ou des forcenés, on faisait ce qu'on appelait un tableau de gestion de crise, c'est-à-dire qu'on envisageait le pire, on se préparait au pire. Donc on faisait tous les scénarios et on amenait par des discussions, par des modes opératoires, des solutions à toute éventualité. Et une fois qu'en fait on s'est préparé à toute éventualité, on crée des raccourcis entre le cerveau et le physique, et ce qui fait qu'on n'est plus dans la sidération, mais on est dans l'action, presque l'acte réflexe. Et c'est ça en fait qu'on essaie de créer dans toute la population, que tout le monde puisse avoir des actes réflexes. Alors attention, c'est pas essentiellement de réagir au niveau physique, mais c'est déjà dans l'observation, la prise de recul, et puis ça peut être l'évitement. C'est-à-dire envisager quand même tous les scénarios du pire. Bien sûr. Là, on est quelque part, sans être paranoïaque et sans se dire je vais être attaqué 24 heures sur 24, mais envisager la situation. Alors, ça peut être compliqué, anxiogène, de se mettre en permanence en situation. Là, le livre, en fait, va vous aider à vous immerger c'est des récits, hein, vous avez vu, c'est des petites histoires qu'on raconte qui vont permettre justement de susciter une émotion, envie de dire, oula, mais en vous, mais dire, pas moi, j'ai pas envie d'être dans cette situation-là. Et qu'est-ce que je mettrai en place ? Donc déjà, c'est susciter une interrogation personnelle. Et ensuite, à la fin du chapitre, on donne un certain nombre de clés, de précautions à prendre pour justement éviter cette situation. Et il y en a, comme vous l'avez cité, entre les rencontres internet, le terrorisme, le harcèlement scolaire, on en a beaucoup. Énormément, c'est clair. On va revenir après cette petite pause de parler avec Atos. C'est très important, effectivement, de savoir où on en est. On est toujours avec Aton, qui est notre invité du jour, et puis avec vous au 0826 300 300 si vous avez une question. À tout de suite sur Sud Radio. 10h17 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Aton qui vient nous voir pour son nouveau livre Se préparer au pire, c'est publié chez Albin Michel. Alors, Aton, vous effectivement, vous avez dans votre livre peut-être pas toutes les situations, mais en tout cas plusieurs. Très intéressant, parlant des cambriolages. Bon. Vous parlez cambriolage, vous dites quoi faire à ce moment-là, effectivement, et vous parlez très bien qu'est-ce que c'est la légitime défense, et vous citez tous les articles de loi, ça c'est très bien, dans quel cas vous êtes en situation de légitime défense, et dans quel cas vous ne l'êtes pas, parce qu'après pour les poursuites. Mais je vais vous donner un exemple qu'il y a eu il y a pas très longtemps, dont vous avez sûrement entendu parler. C'est quelqu'un qui est chez lui et il y a 3 cambrioleurs qui viennent dans sa maison. Lui, il a une expérience, je ne sais pas si c'est des arts martiaux, en tout cas de la lutte. Il arrive à en faire fuir 2 et il séquestre, enfin il arrête et il appelle la police. La police vient voir, donc prend possession de la personne qui n'a pas pu fuir parce que le type savait le maîtriser. Et alors effectivement, il est devant la justice, le cambrioleur, mais le propriétaire aussi, parce que vous l'avez séquestré, donc vous allez être inculpé pour séquestration. Mais c'est quoi ça, Atos ? Ça m'est arrivé, j'avais 19-20 ans, j'ai trouvé
un cambrioleur chez mes parents. Moi, je faisais la sieste. Je l'ai récupéré, je l'ai mis à genoux. J'ai pris une batte de baseball et je lui ai dit, écoute, est-ce que t'es tout seul? Est-ce qu'il y a du monde autour? Il m'a dit, je suis tout seul. J'ai appelé la police m'avait dit, voilà, nous, on n'a pas de véhicule disponible, il va falloir attendre. J'ai dit, je vous donne 10 minutes. Si dans 10 minutes vous êtes pas là, moi, la batte de baseball, je lui mets sur la tête et je vais faire le tour. Quand ils sont arrivés, ils m'ont vu, c'était, j'ai pas séquestré, en fait. Vous l'avez stoppé pour que la police vienne et l'arrêter. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a un monde entre la réalité et après, entre les gendarmes ou les policiers qui vont prendre la déposition, ça va dépendre aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, dans votre cas? Moi j'ai été complètement suivi dans la déclaration que j'ai fait pour la police. La police a dit mais non, vous avez très bien fait, vous nous l'avez remis. Il était en état, il avait j'ai pas atteint son intégrité physique, mais c'est vrai que à un moment donné, oui, je me suis posé la question de savoir si j'allais pas faire le tour de la maison, mais avant le neutraliser. Et le neutraliser, c'est pas en lui balançant une petite tapette. Non, c'était. C'est pas leur lancer un bouquet de fleurs. Non, parce que les personnes, on sait pas ce qu'elles viennent faire chez vous, et puis non, c'est anxiogène et c'est dangereux. Donc voilà. Mais après, je pense pour le jugement accusé de séquestration, je pense que le juge n'a jamais été cambriolé, il n'a jamais été face à cette situation. Alors encore une fois, je ne jette pas la pierre ni à la justice, ni aux forces de l'ordre, ni à personne, mais à un moment donné, il faut se mettre un peu à la place d'une personne dans la société dans laquelle on vit, qui rentre chez lui, qui se retrouve face à des cambrioleurs. Alors oui, il y a la légitime défense, il faut bien la connaître, mais à un moment donné, quand on interpelle quelqu'un, qu'on appelle la police, je pense que c'est plutôt ça, on aurait pu faire autre chose. Bien sûr. Voilà. C'est sûr, mais comme vous dites, en fait, le problème, c'est qu'il faut résoudre ça dans la minute, ou en tout cas dans l'heure, et puis la police, comme vous dites, on lui jette pas la pierre, mais elle peut pas être là dans les 2 minutes. Et c'est un vrai problème. Et vous le posez très très bien, parce que quand vous dites, moi j'ai été très frappé, vous parlez effectivement, en fait, est-ce que ce n'est pas d'abord un côté mental? Changer de mode de vie, mais dans la mentalité, se dire, il n'y a pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on va être paranoïaque du matin au soir, mais on se dit, attendez, on se prépare peut-être à des choses qui peuvent être désagréables et qui peuvent arriver, quoi. Moi, je me souviens, j'ai grandi dans les années 80, on portait pas la ceinture de sécurité. On la mettait pas, mes parents, moi j'étais à l'arrière de la voiture, j'étais libre, mes parents ne portaient pas la ceinture de sécurité, et puis il y a eu une campagne où on nous a dit, voilà, il y a beaucoup de morts suite aux accidents du fait de ne pas porter la ceinture de sécurité. Alors au début, quand on mettait la ceinture de sécurité, effectivement, on pensait, quand on la mettait, rien que le fait de la mettre, on pensait à l'accident. Aujourd'hui, quand vous mettez la ceinture de sécurité, c'est un acte réflexe, vous ne pensez pas à l'accident que vous allez avoir. Et bien, ce qu'on essaie de susciter, en fait, c'est que les gens et des actes réflexes, prennent des précautions sans trop y penser. Et puis en même temps, quand on prend un maximum de précautions, on se prémunit un peu du danger. Donc il faut s'y préparer gentiment, à son rythme. On n'est pas en train de forcer, de mettre les gens dans des bootcamps et de les forcer dans un camp GIGN à en faire des grands guerriers. Non, et chacun va faire en fonction de sa capacité physique et mentale aussi. Mental, c'est très important. Alors, la question, vous en parlez un peu, c'est un peu le fil rouge quand même dans tout ça. Vous parlez d'autodéfense, vous parlez de techniques de lutte, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît, le training, l'apprentissage du stress, parce que évidemment, le stress est très fort dans ces cas-là. Il l'est même dans la vie quotidienne déjà, donc encore plus. Mais la question que je voudrais poser à Tho, c'est ceci. Au fond, il y a quand même un tabou, et peut-être justifié. Vous savez, en Amérique, second amendement, tout le monde a le droit de porter des armes. En France, interdit absolu, en Europe d'ailleurs, etc. Et moi, je prends pas parti, mais enfin, j'entends les avocats qui disent c'est pas possible, vous donnez les armes à tout le monde, ça va être le carnage. D'autres qui disent attendez, on forme les gens, mais dans certains cas, quand il s'agit de quelqu'un qui vient dans l'intention de vous égorger ou être, est-ce que ce ne serait pas mal que vous ayez peut-être, comme disent Laurent Oberton ou d'autres, est-ce que vous aurez pas mal que vous ayez une moyen de vous défendre qui soit aussi des armes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je trouve qu'il faut dépassionner un peu. En France on est toujours dans la grande émotion, les discours vont dans des extrêmes à l'autre, et en fait on ne prend aucune mesure parce que ça plaira ni à l'un ni à l'autre. Donc on fait rien, ouais. Non, voilà. Mais moi ce que je souhaite, c'est mettre un peu de bon sens dedans.
On a des anciens forces spéciales qui prennent la retraite. On a des gens d'unité d'élite qui quittent, comme moi, à 40 ans, et à qui on enlève le prolongement de mon bras. C'était une arme. Pendant 20 ans, j'ai été armé, j'étais militaire. Et en fait, on supprime une capacité de réponse civile à un acte attentat. Voilà. Moi, je prends le métro, je prends les transports. J'ai déjà été témoin de vols, d'agressions. Alors, et vous avez réagi ? Alors moi, mais à 100%. Vous réagissez à chaque fois. Je réagis à 100%. Alors soit je réagis seul parce que c'est très compliqué d'associer les gens parce qu'ils se posent tellement de questions qu'en fait le temps qu'ils aient les réponses, l'action est déjà passée. Donc c'est assez compliqué. Ou sinon on arrive quand même à trouver un certain nombre de personnes et il y a eu à Annecy, il y a eu des gens à Marseille qui sont intervenus sur des agressions et ça me rassure. Donc il suffit d'un regard, il suffit d'une petite organisation assez rapide de se dire moi j'en suis, toi aussi, et on va agir. Et chacun agit à sa manière. Certains vont donner l'alerte, prendre le téléphone et appeler. D'autres vont prendre le téléphone et filmer. Bon, s'ils ont donné l'alerte avant, c'est mieux. Mais chacun va faire. En ce qui concerne l'armement, avoir une arme, c'est une responsabilité. Ça nécessite une capacité physique pour la protéger, pour ne pas se la faire voler. Ça nécessite une capacité technique qui ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Vous n'allez pas acheter une arme et ça y est, vous êtes un grand tireur, parce qu'on va tirer en situation de stress. Donc ça nécessite aussi un mental. Et ça, tout le monde n'en est pas capable. Par contre, je pense qu'il y a un gros vivier en France de personnes qui pourraient être armées, mais qui ne le sont pas. Et là, c'est là les anciens, les anciens, et je dirais déjà prioritairement les anciens forces de l'ordre ou militaires, forces spéciales. Oui, c'est très très intéressant. On va en parler encore, on va continuer d'en parler avec Aton et puis avec Aton et puis avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Vous êtes déjà nombreux à nous appeler au standard. On continue de prendre vos appels. 0826 300 300. À tout de suite. Aton et Riva se préparer au pire aux éditions Albin Michel, un manuel de défense à la fois mentale, à la fois physique, mais peut-être se préparer au pire, Aton, c'est pour être meilleur. Ah complètement, oui. C'est monter en capacité, c'est monter le niveau physique. Déjà c'est bon pour la santé. Monter le niveau psychique par la gestion du stress, c'est aussi positif et ça sert dans toute situation. Stress au travail, etc. Et puis techniquement, en faisant peut-être du sport, des sports de combat, en faisant du tir, en faisant tout un tas de choses, en fait, des activités qui peuvent vous aider à vous protéger. Oui, et puis je veux dire honnêtement, ce n'est pas une activité inintéressante. Vous avez beaucoup de loisirs. On peut faire effectivement manger du quinoa et faire des fleurs, mais on peut aussi peut-être se préparer. C'est pas une mauvaise chose. En tout cas, apprendre un certain. Je voudrais parler alors il y a beaucoup de choses. On pourrait passer des heures, mais sur le harcèlement, c'est intéressant. Vous parlez du harcèlement à l'école, et là aussi, Dieu sait. Et là, si on a eu des exemples, ça, harcèlement au travail et autres. Et vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est-à-dire donnez-nous ici, vous en parlez dans votre livre, auquel je renvoie et que je recommande, mais le harcèlement, est-ce que c'est quelque chose, en fait, où c'est toujours la faiblesse? Si vous cédez, on va continuer encore et plus, et il faut opposer, en fait, c'est toujours là, c'est au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que c'est assez compliqué parce qu'en fait, on réagit en fonction des armes que l'on a. Soit l'humour peut être une arme pour détourner justement le harcèlement et montrer qu'en fait ça ne nous atteint pas et qu'on fait diversion. Ça peut être sur le mental, un mental fort, et puis on ne se sent, on n'est pas atteint ou très peu. Vous êtes des exemples de ça? Alors moi j'ai été harcelé quand j'étais enfant. Mon père s'en était mêlé, il avait fait cesser dans un premier temps. Gosse à l'école, quand j'avais 7-8 ans. Ouais. J'ai été victime de du harcèlement, donc mon père s'en était mêlé, ça m'avait permis d'éviter pendant quelques temps, et ensuite c'est revenu ensuite c'est revenu au lycée. Mais entre temps j'avais trouvé mes exemples c'était Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, et moi je m'étais dit voilà, ces gars-là physiquement sont forts, déjà quand ils prennent un coup ils le sentent beaucoup moins que quelqu'un qui a un corps beaucoup plus faible, qui est moins musclé du moins, et puis mentalement c'était des monstres.
Rien, c'était voilà un mur, il fonçait. Et vous êtes bien, c'est là où vous êtes bien à apprendre les sports de combat ou je me suis mis au sport de combat à fond. Je me suis endurci mentalement, la lecture de différents livres, et puis en allant, en confrontant aussi, alors confronté à la nature, on gagne jamais. Mais je faisais beaucoup avec mon père de la randonnée, des choses un petit peu dures, ce qui faisait que ça m'a endurci, et je me suis retrouvé au lycée. Où j'ai été victime encore de harcèlement. Sauf que ce que j'ai fait, là, j'ai dit au professeur, j'ai dit, écoutez, là, les harceleurs, s'ils continuent, je vais répondre, mais de manière brutale. Et je crains que ça soit pas à votre convenance, ni à la convenance du lycée. Et j'ai pas été écouté. Et on en est venu aux mains. Mais alors ça a été malheureux parce que je l'ai fait dans un réfectoire, et ça a été, il y en a un élève qui a été défenestré, ça a été très très loin, mais c'était la colère qui parlait. J'ai pas fait preuve là pour le coup d'usage de la force raisonnée, et là j'étais vraiment dans la colère. Et ça c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc, mais par contre, ça a eu pour effet, j'ai été respecté. Alors j'étais stigmatisé. On vous a plus touché, quoi. Enfin, non, j'étais une brute, mais mais j'ai préféré cette position. Même maintenant dans le livre, on dit vraiment ne réagissez pas à la violence, par l'excès, mais essayez vraiment de prendre du recul et de vous faire aider. Non mais pardon, parlons très concrètement. Quelqu'un qui est dans la cour ou dans la rue, qui arrive, et il reçoit une baffe. Une baffe, je dis même pas qu'il se fait poignarder. Il fait quoi? Il répond par l'humour, il répond quoi? Mais ça pas un exemple. Ça va dépendre en fait, et là dans le livre on explique, c'est que chacun doit se positionner sur ses capacités physiques et mentales, et en fin de compte ça, il faut se connaître. Et beaucoup de gens en fait ne se sont pas projetés dans une situation de crise. Si vous prenez une gifle que vous n'avez jamais pensé à la prendre et que vous n'avez jamais projeté intellectuellement dans cette situation, vous allez être sidéré. Si vous vous imaginez, vous dites, tiens, là je vais sortir du studio et quelqu'un va me mettre une gifle dans la rue. Comment je vais réagir? Je vais l'observer, je vais regarder comment il est physiquement. S'il ressemble à Tyson, peut-être que je vais repartir avec ma colère sous le bras, et puis je vais voir un témoin et je vais dire, vous êtes témoin de ça? Ok, on va appeler la police et on va essayer d'agir avec de l'aide sur la police. Si maintenant c'est un inconscient, est-ce que, si c'est un fou par exemple, est-ce que moi, Aton, je lui mets une gifle? Peut-être pas non plus. Mais je vais pas en rester là. Bien sûr. Voilà. Il faut réagir à la situation. Enfin, il faut être conscient et être prêt presque à la situation. Oui, en se projetant, en ne faisant pas un déni, mais en se projetant dans des situations difficiles, telles qu'aussi les attentats. Moi, quand c'est arrivé au Bataclan, je me suis dit, si j'avais été à l'intérieur, qu'est-ce que moi, avec mes capacités physiques, mentales, techniques, tout ce qu'on peut imaginer, mais avec le stress, ce qui fait qu'on diminue à nos capacités. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors moi, je vais vous donner un exemple. J'ai été l'un des rares, le seul journaliste européen français à interviewer Trump en 2016 pendant sa campagne. Je vous parle de ça parce que c'est intéressant. Et on s'est mis à parler du Bataclan. Et c'était en 2016, donc 6 mois après, quelques mois après. Il m'a dit, mais je comprends pas pour les Français. Je comprends pas. Vous avez 3 mecs qui arrivent, qui tirent comme des lapins, qui font du tir au pigeon, et vous répondez pas. Et il dit, mais moi, et il me sort son revolver en tiroir. Il dit, mais moi, j'aurais réagi, j'aurais tiré. Mais c'est une vraie question. Je veux dire, il y a eu quand même pendant 4 heures, et c'est un commissaire de police qui a d'ailleurs interrompu, mais pendant 4 heures ou 3 heures, il y a eu des gens qui ont tiré, 130 morts et je sais pas combien de blessés, et c'était tir au pire. Enfin, c'était, terrible. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ça? Alors, je vais vous dire une situation. Quelques mois auparavant, on avait un groupe au GIGN, un groupe de métal, qui a joué au Bataclan. Et forcément, nous, on était en civil et on est allé les voir. On était à peu près 80. Un groupe de métal du GIGN. Du GIGN, oui. Ah oui, on a des activités en dehors de, il faut bien se... et en fait, on était donc au Bataclan, on était à peu près 80 personnes armées. Si ça avait été ce jour-là, effectivement, avoir une puissance de feu pour répondre, ça aurait... je dis pas qu'il y aurait pas eu de mort, il y aurait pas eu de blessés, mais au moins, ça n'aurait pas été ça. Après, moi, j'avais fait une conférence en février 2015, c'est-à-dire un mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Vous avez une conférence à qui, dans quel cadre? Les directeurs de spectacle, parce qu'ils devaient, en fait, c'était sous le cadre de Vigipirate Rouge Écarlate, ils devaient donc accueillir des services de sécurité pour fouiller les sacs. Et les entreprises, en fait, faisaient présentaient leur capacité. Et vous avez fait un discours, vous avez fait une conférence là-dessus? Moi, j'ai présenté, on m'a demandé, en fait, de leur présenter ce qu'était le terrorisme.
et ce qui risquait vraiment et comment ça allait se passer. Je leur ai décrit trait pour trait le Bataclan en fait, mais des mois avant. Ils m'ont rionné. Certains m'ont demandé quelles mesures il fallait prendre. Je leur ai donné. Ils ont ricané en général. Ils nous ont dit. Alors déjà, ils m'ont dit, mais nous, on est du monde du spectacle. On n'est pas des cibles. Mais je dis, vous êtes des mécréants. On est en démocratie. On a voté pour un président qui a une politique de lutte contre le terrorisme à l'étranger qui est extrêmement violente. On bombarde à l'étranger. Et à un moment donné, il faut se sentir concerné. Bien sûr. Mais si vous, mais ils vous ont dit alors et. Ouais. Oh bah certains sont partis. Et certains vous ont quand même demandé conseil en disant qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Oui, je leur ai donné les conseils. Alors c'est gérer les flux, donc les foules, il faut bien que les gens puissent fuir parce que c'est la priorité, fuir. Mais pour ça, il faut que les portes soient larges. Une porte où quand on passe un par une porte, vous voyez ce que ça donne au Bataclan, ce qu'on l'a vu sur cette porte, sur cette issue de secours qui est extrêmement étroite. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans le Bataclan pour les gens qui étaient en queue? Mais ils se sont fait tirer dans le dos. Donc je leur ai dit, il faut ouvrir les flux. On m'a dit, mais ça coûte de l'argent. Je dis, c'est une question de choix. J'ai dit, là, je peux rien pour vous. Là, je peux rien pour vous. Après, pareil, on parlait de pièces de confinement. Et dans les écoles, dans les établissements scolaires, on peut en parler. Qu'est-ce qu'une pièce de confinement? Alors, c'est pas que pour les couteaux. Admettons que demain, ça rentre avec des Kalachnikov. Il faut une pièce de confinement. Et on le dit dans le livre. Par balle, c'est quoi une balle de Kalachnikov? On explique sa capacité de pénétration dans un mur, dans de la terre, dans une voiture. Donc il faut s'intéresser au sujet et se tourner vers les bonnes personnes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après tout ce qu'il y a eu, on fait comme si voilà, tout ça, ça n'existait pas. Vous avez raison, il y a des réponses, même des réponses architecturales, des réponses... c'est quand même fou. Alors... on a des auditeurs, je pense, Esteban. On a Romain qui nous appelle des Yvelines, qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour messieurs, bonjour André, bonjour Atone. Merci pour ces informations. Et moi, je voulais partager un petit cas pratique, enfin deux en l'occurrence. Oui, je me suis fait cambrioler 2 fois. Et la dernière fois, on m'a menacé avec une arme, en l'occurrence un couteau. Et comme on dit, jamais 203. Et maintenant que j'ai une femme et un enfant, ma question c'est comment je peux réagir à une situation où on rentre armé chez moi? Est-ce que je peux répliquer avec une arme à feu ou est-ce que je dois répliquer face à un couteau avec un couteau? C'est un peu toutes ces interrogations et aujourd'hui beaucoup de gens se posent ces questions, je pense. C'est vrai. Atone? Alors déjà, quand la vie est menacée pour défendre une télé, un ordinateur, je pense qu'il faut vraiment prendre un maximum de recul et se dire est-ce que ça vaut le coup que je mette ma vie en danger pour du matériel? Alors aussi, on peut être très attaché à du matériel, à des bijoux, mais ce qui peut être intéressant quand on se fait cambrioler, c'est d'avoir un dispositif de caméra et des caméras qui peuvent fonctionner ou il y a des appareils qui prennent des photos à chaque fois qu'une personne passe devant, qui se mettent, c'est des outils des chasseurs qui mettent ça dans la forêt. Ça peut être mis en place. À chaque fois que quelqu'un rentre, il y a une photo qui est prise. Pardon. Moi je connais aussi, il y a l'exemple de Romain, mais je connais des gens qui sont venus, qui se sont fait tabasser et plus que ça, parce que où est le coffre fort? C'est pas vous dites si c'est une télé. Ben voilà, qui ont été ligotés et plus. C'est pas seulement la télé. Vous dites faut pas mettre votre vie en danger, mais les gens ils vont beaucoup plus loin. Ah mais c'est sûr. Ils tabassent. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais je pense sincèrement, si on n'est pas en capacité de répondre et on le sait très rapidement, il vaut mieux laisser les gens prendre ce qu'ils ont à prendre et derrière faire confiance à la police, aux enquêtes. J'ai un exemple, j'ai un ami, Guillaume Play, qui s'est fait homejacker. Enfin, sa femme était avec son enfant. Ils se sont fait braquer avec une arme et ils n'ont rien pu faire. Elle a ouvert le coffre, il n'y avait pas grand-chose dedans. Ils ont pris ce qu'il y avait à prendre. Ils pensaient qu'il y avait beaucoup plus de richesse. Vous savez, le fantasme de la notoriété, les gens sont très riches. Bref, j'ai assisté au jugement, ils ont pris cher. Donc, donc voilà. Il vaut mieux ne pas risquer sa vie. Si maintenant vous êtes dans le cadre légitime défense, vous ne pouvez pas fuir, votre vie est vraiment menacée et vous sentez que la personne va s'en prendre à vous et que vous avez n'importe quoi entre les mains, ayez cette volonté de faire mal. Absolument. Ce serait que voilà, il y a une psychose qui s'installe et aujourd'hui les policiers mettent 10 minutes à venir chez vous, donc on se pose de plus en plus la question de pouvoir répondre déjà à une première agression. Exactement, mais il faut se préparer à ça. C'est ce qu'on est fatigué de le dire, mais de physiquement, mentalement. Et vous avez eu déjà 2 expériences malheureuses, donc vous en tirez quand même un certain nombre d'enseignements et vous n'êtes pas, je pense, dans l'attente de dire bon bah maintenant voilà, la police va mettre un certain temps. Qu'est-ce que moi je peux faire dans ces circonstances?
Esteban, nous avons, je crois, beaucoup d'auditeurs. On va prendre Stéphane qui nous attend au standard. On va marquer une courte pause. Avant ça, et je rebondis sur ce que vous avez dit, Aton, c'est ce qui est arrivé à l'animateur Bruno Guillon il y a quelques semaines. On l'embrasse fort, Bruno Guillon. À tout de suite sur Sud Radio. Retour dans Berkov dans tous ses états. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On est toujours avec Aton qui est notre invité du jour et on accueille Stéphane au 0826 300 300. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour André, bonjour à tous, bonjour à votre invité. Je voulais juste dire quelques mots concernant, donc merci à votre invité pour ses propos et ses positions. Je vais acheter son livre, naturellement. Moi, j'ai été harcelé au collège quand j'étais gamin et je me suis rapidement mis aux arts martiaux et très rapidement, quand j'ai eu un grade supérieur à celui des personnes qui me harcelaient, le problème a été réglé sans combat, sans violence. Donc effectivement, se préparer, ça paye. C'est ce que moi j'entends dans le propos de votre invité. Tout à fait. Également, Machiavel disait, je crois que c'est dans l'ouvrage Le Prince, qu'il vaut mieux être craint, est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou craint? On préfère être aimé, mais il est plus sûr d'être craint. Donc effectivement, voilà. Ensuite, moi je suis depuis peu j'habite depuis peu en zone gendarmerie et donc je vivais en ville et donc au niveau j'ai eu des problèmes de voisinage, donc à chaque fois qu'il y a eu ce genre de problème, je suis sorti toujours avec une arme blanche, tonfa caché dans les vêtements, ce genre de choses, un bout de bois on va dire, parce que effectivement il y a toujours le risque que ça dégénère. Et il se trouve que j'habite tout près de là où Emmanuel Macron a inauguré une nouvelle gendarmerie. Et on nous dit nouvelle gendarmerie, mais la vérité c'est qu'ils en ont fermé 2 autour. Donc en fait, les gendarmes sont un peu plus près par chance de chez moi, donc une quinzaine de minutes. Mais bon, quand tout dégénère, 15 minutes c'est très long. À supposer que les gendarmes puissent se déplacer. D'accord, merci. En fait, c'est intéressant. Il sort avec quand il y a une querelle de voisinage, il sort avec son tonfa, Evan. Est-ce que en général, je veux dire, si on s'attend, qu'il risque de dégénérer, est-ce qu'il faut quand même se préparer peut-être à avoir une arme, quelle que soit l'arme, ou effectivement il vaut mieux sans parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, à votre avis? Mais c'est comme quand vous partez en vacances, vous faites votre valise, vous faites en sorte de rien oublier. Ce serait dommage d'aller à la plage et d'oublier son maillot de bain. Ce serait dommage de se retrouver chez le voisin qui va vous ouvrir sa porte, mais pour se débarrasser de vous, parce qu'à un moment donné, il en a marre, il a vraiment une haine contre vous. Ce serait dommage de rien avoir entre les mains. Après, attention, il faut quand même prendre du recul et avoir de la lucidité. Et se préparer, comme disait la personne au téléphone, Stéphane a pratiqué les arts martiaux. Est-ce que ça a pour effet de se préparer? Alors, soit en se préparant mentalement aussi, on n'est pas obligé d'être un champion dans les arts martiaux, mais ça donne de l'assurance. Ça donne de l'assurance, ça permet de prendre du recul. Et quand on a du recul, vous savez, vous êtes beaucoup plus serein. On va plus un harceleur, une personne qui va vous agresser, elle a ce truc un peu animal d'aller vers la personne la plus faible. Ça, il le sent. Si vous êtes préparé, vous êtes dans le métro, déjà vous n'avez pas le nez sur votre téléphone, mais vous regardez les gens, vous avez moins de chances de vous faire agresser. Ceux qui font des vols à la tire vont s'en prendre plus facilement aux gens qui sont focalisés sur leur téléphone. Vous êtes une femme, vous êtes de petits gabarits, vous êtes une cible facile. J'avais une prof de français comme ça qui était pas très grande, assez menue, mais elle avait l'œil partout. Elle regardait tous les élèves droit dans les yeux. Je peux vous assurer qu'on a passé une année tranquille. Ah ouais. Elle regardait dans les yeux, elle n'avait pas peur. Il y avait une détermination, c'est-à-dire qu'elle n'était pas forte physiquement, mais elle était sûre d'elle, de ne pas se faire attaquer. Parce qu'elle avait très certainement les moyens, on savait ça. Et comme on ne les connaissait pas, ces moyens de riposte, on n'avait vraiment pas envie de la titiller. Esteban. Nous avons France qui nous appelle depuis Toulon dans le Var. Bonjour France. Bonjour France. Oui,
Bonjour messieurs. Bonjour. À Aton, je voulais justement toujours dans cet esprit de défense, surtout pour les femmes, vous aviez montré sur une vidéo le Self Defender Tool. Seulement cet article que je voulais est en rupture de stock depuis plusieurs mois en Californie. Est-il possible? Alors première question, avons-nous le droit de le posséder en France? Deuxième question, où pouvons-nous nous le procurer? J'ai déjà été agressée, je sais me défendre, mais j'ai 73 ans. Aujourd'hui, je n'aurai plus la même force. Surtout si, et cet outil peut être dissuasif aussi, et il ne tue pas, mais il fait très mal, comme le Cubotane. Alors, question précise. Une question très précise. Bah écoutez, merci. Alors moi, c'est vrai que je suis allé beaucoup aux États-Unis, et c'est vrai qu'ils ont une vision qui est complètement différente de la nôtre. Et j'ai un ami qui a développé un outil qui s'appelle le Self Defender, le Survival Tool, qui est en fait un outil pour couper les ceintures de sécurité et pour briser les vitres. Mais moi, quand il me l'a mis entre les mains, j'y voyais une autre utilité, c'est-à-dire vraiment quelque chose pour la self-défense, pour faire des frappes, mais qui ne tuent pas, qui ne sont pas létales, mais ça fait mal. Alors moi, j'ai eu beaucoup. Vous connaissez cet instrument dont on parle? Oui. J'ai essayé en fait de le faire vendre en France, et c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait. Pourquoi? Les gens en fait répondent tout de suite: ah mais moi je vais pas prendre ça parce que si je me fais si je suis contrôlé avec, j'ai peur d'être embêté. Donc les gens en fait ont peur d'avoir quelque chose pour se défendre parce qu'ils ont peur de la loi, de la justice. Est-ce que c'est permis en France ou pas, à votre connaissance? Alors cet outil n'est pas catégorisé. Donc, il n'est pas interdit. Après, moi, je recommande, moi, j'en ai un dans la voiture, j'en ai pas là, si je l'avais sur moi, je vous l'aurais montré, mais j'en ai un dans la voiture, et effectivement, c'est un très bel outil, mais il y en a plusieurs, il existe plusieurs choses, la bombe lacrymogène, c'est pareil, mais il faut connaître la loi, mais ensuite, à un moment donné, il faut aussi assumer. Disons que la loi n'est pas morale. Bah oui, bien sûr. La loi n'est pas morale. Donc, le droit n'est pas moral. Voilà, quand la moralité justifiera de votre réaction, la justice ne la justifiera pas. C'est clair. En ce qui me concerne, j'assume. Je préfère. Non, mais c'est intéressant de savoir que ce n'est pas illégal d'avoir un instrument. D'avoir quelque chose, oui. Et puis, ce que dit madame, moi je trouve ça, j'ai 73 ans, j'ai envie de me défendre, vous voyez, là. Je vais aller plus loin. Vous savez, il y a des gens, ils ont le fusil du grand-père, voilà, qui se passe, mais ce fusil n'est pas forcément déclaré. Vous n'avez pas le droit de l'avoir chez vous. Vous avez un contrôle, vous êtes embêté, c'est sûr. Bon, déjà, avant que les gendarmes viennent chez vous pour ce fusil, il faut qu'ils aient la... Sauf que, pardon, je vous interromps, Aton, vous avez le gouvernement a demandé il y a un an et demi de ramasser toutes les armes, y compris celles du grand-père. Oui, dans la même période, on a félicité les Ukrainiens qui prenaient les fusils du grand-père pour défendre le pays. Vous voyez un peu les contradictions. Les contradictions. Mais si vous utilisez une arme qui n'est pas déclarée, que vous l'avez le fusil du grand-père, certains l'ont comme ça, avec quelques cartouches, au cas où, vous savez, ça se transmet. Si vous êtes dans le cadre de la légitime défense, et ça on l'explique bien dedans, vous ne serez pas poursuivi par rapport à ça. Voilà. Bon à savoir. On a Jean-Claude qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à vos invités. Très intéressant, super intéressant. Déjà félicitations à votre auteur parce que je trouve que son cursus, si on n'avait pas ce genre de personnes, je pense que ça serait très très difficile dans certaines circonstances. Moi, la question que je voulais poser à vos, à vos écrivains, moi j'ai 69 ans. Enfin, j'ai 69 ans, je suis pas né quand même de la dernière semaine. Moi, je voulais poser la question à vos invités. On a quand même deux ministres importants quand même en France. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui nous dit à nous, citoyens, effectivement, citoyens, on n'est pas là pour faire la justice, on n'est pas là pour faire la police, mais qui nous dit, pas de problème, la police éradique et on a effectivement évité plein de choses. Tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Et puis le ministre de la Justice qui nous explique, parce que ça c'est quand même fort de café, mais il n'y a pas d'insécurité en France, messieurs. Il y a un sentiment d'insécurité. Voilà, c'est nous qui fantasmons, il y a un sentiment d'insécurité. Alors, messieurs, excusez-moi, est-ce que vous ne croyez pas qu'au niveau de l'exécutif, il faudrait déjà prendre un petit peu ses responsabilités avant de nous dire, commencez à vous entraîner. Il faudrait peut-être dire qu'on n'est pas dans un pays très sécuritaire. Voilà.
Aton? Alors moi, vous savez, je ne m'énerve plus devant la télé. J'ai arrêté, je me fais des ulcères, je mets ça un peu de côté parce que je ne peux pas agir, si ce n'est sur les élections. Et encore, faut trouver le bon et c'est un peu compliqué. Pareil, les ministres passent, se succèdent et on a toujours les mêmes réponses. Donc moi personnellement, je me responsabilise moi-même et je me dis moi, à ma hauteur, avec mes capacités, qu'est-ce que je suis en mesure de faire et qu'est-ce que je suis en mesure d'apporter. Donc ce livre, c'est pas un constat, c'est pas qu'est-ce que les politiques peuvent faire. On donne pas de conseils aux politiques parce que moi j'ai pas fait les études pour être politicien. On fait juste preuve de bon sens. Et on dit à chacun, vous ne serez pas, on portera pas secours dans la minute, dans les 10 minutes peut-être. Donc, qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez faire? Et c'est vrai qu'il faut se lever le nez un peu du portable puis refaire des relations un peu sociales. Le voisin, alors on peut être fâché avec son voisin, mais on peut aussi être en accord avec son voisin. Et puis surveiller la maison de son voisin. Et quand on part, c'est lui qui le fait. Et c'est ça, en fait, il faut rétablir un peu un vrai dialogue social, une vraie action. En fait, ce que vous dites, et je crois que c'est très important, chacun doit se responsabiliser déjà. Aide-toi et peut-être les autres t'aideront, mais aide-toi. Exactement. Merci. Merci beaucoup Aton d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, Se préparer au pire, c'est sorti chez Albin Michel. Merci à tous.